Bonjour à tous. Donc, on va commencer par se présenter. Moi, c'est Géraldine Lorenz, donc à l'EPA Ecovalais, et je travaille sur le référentiel Ecovalais Qualité. Et je suis animatrice qualité environnementale. Bonjour à tous, Laurence Crapati, SLK Ingénierie. Je suis assistante à maîtrise d'ouvrage en fait pour le compte de l'EPA sur les parties qualité environnementale et énergie. Donc bureau d'études SLK Ingénierie. Bonjour, Alice Bourse. Moi, je suis responsable environnement, développement durable à l'EPA et donc je supervise la mise en œuvre du référentiel Ecovalais Qualité. Bonjour, Christian Dubois, délégué régional du groupe Nexity, et je suis là pour parler de notre opération de Nice Palazzo. Du coup, donc, je vais commencer par vous présenter les grandes lignes du référentiel. On aura aussi une intervention donc, de Laurence sur la genèse du référentiel. Et enfin, on finira par un témoignage de M. Dubois sur une opération exemplaire qui applique le référentiel. Alors, du coup, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi on a créé le référentiel, d'où cela vient. Du coup, en fait, c'est un référentiel qui est propre à l'EPA, donc qui est 100% adapté au territoire de l'EPA, qui s'applique donc uniquement sur le territoire de l'Oyenne, des 10 000 hectares. L'idée, c'était de venir décliner en fait les politiques nationales de développement durable, notamment donc les politiques Grenelle, à l'échelle locale. Du coup, donc la première raison de la création de ce référentiel, c'est de venir énoncer la stratégie pour la qualité environnementale qui a été établie pour l'éco-vallée, puisque finalement le territoire de l'éco-vallée se veut être vitrine du développement durable et l'éco-exemplarité est donc un enjeu prioritaire pour l'Oyenne. Du coup, donc, le référentiel, à travers ses objectifs, va venir dessiner la stratégie de qualité environnementale. Quand on dit stratégie de qualité environnementale, elle va se décliner en 4 axes majeurs. Donc, le premier va être autour de la neutralité environnementale et sanitaire. Ensuite, on aura l'optimisation des ressources, donc qui est le deuxième axe, et l'échange de flux. Le troisième axe est la qualité urbaine et architecturale et la qualité de vie. Et enfin, le dernier axe se porte sur l'innovation et l'expérimentation des politiques du Grenelle. Donc la deuxième raison de la création de ce référentiel était de définir clairement et précisément des objectifs environnementaux afin de fixer un cadre aux maîtrises d'ouvrage qui appliquent ce référentiel tout en respectant l'équilibre économique des projets. Et enfin, donc, la troisième raison était dans le but de favoriser l'atteinte de niveaux de performance environnementale exemplaires, puisque on a des objectifs exigeants et ambitieux dans ce référentiel. Et l'idée, c'est que tout le monde adopte cette même vision du développement durable et qu'on harmonise les pratiques à l'échelle locale. La démarche, elle est donc gratuite, flexible, évolutive et fondée sur la négociation. Gratuite dans le but d'inciter à un maximum de maîtrise d'ouvrage à appliquer le référentiel. Flexible, puisque finalement c'est un référentiel qui s'applique sur 10 000 hectares et des spécificités du territoire bien diverses, puisqu'on applique ce référentiel aussi bien sur de l'urbain dense que du périurbain et du rural. Donc finalement, les objectifs qui s'appliquent peuvent être très facilement atteignables pour de l'urbain dense et inversement plus compliqués à appliquer sur du rural et inversement. Donc l'idée, c'était vraiment que ce référentiel soit fondé sur la négociation et qu'on puisse proposer des compensations lorsque un objectif serait non applicable sur un projet. Et ensuite, la démarche, elle est évolutive. Donc, elle évolue chaque année avec la création d'un nouveau millésime. Et ça se base sur, donc bien sûr, les évolutions réglementaires, puisqu'on a des objectifs réglementaires dans le référentiel. Et également sur les retours d'expérience qu'on a avec les bureaux d'études, des objectifs qui sont plus ou moins atteignables. Donc, vraiment, prendre en compte les besoins et les attentes de chacun des acteurs pour faire évoluer le référentiel chaque année. À noter aussi donc, que cette démarche elle est soutenue par l'ADEME dans la mise en œuvre et son suivi, puisque
L'EPA est une convention de partenariat avec l'ADEME sur 3 ans, avec donc l'ADEME qui subventionne en partie la création d'un poste qui va venir mettre en œuvre et suivre et déployer le référentiel. Et donc finalement, c'est donc mon poste aujourd'hui. Au niveau des modalités de mise en œuvre, donc le référentiel il est obligatoire et il doit être appliqué sur toutes les opérations qui sont situées sur nos zones d'aménagement concerté. Du coup, donc, là, il y a 2 possibilités d'entrée. Donc ça s'applique vraiment pour les opérations qui sont situées sur les ZAC. Soit le promoteur ou la maîtrise d'ouvrage va décider d'appliquer uniquement notre référentiel, soit elle décidera d'appliquer notre référentiel ou un autre référentiel environnemental. Dans ce cas, pour l'entrée 1, donc il y a un niveau minimum qui sera exigé et qui finalement est le meilleur niveau et qui est le niveau excellent. Si elle choisit l'entrée 2 et qu'elle souhaite mettre en œuvre un autre référentiel en complément d'une autre, elle devra atteindre au minimum le niveau performant. Au niveau des thèmes du référentiel, donc, qui sont exposés ici, on voit que finalement la majorité des thèmes de qualité environnementale sont présents dans le référentiel. Aujourd'hui, on a, donc, je vais vous expliquer juste après au niveau des niveaux et des profils à atteindre pour le référentiel, mais on a environ entre 50 et 80 objectifs à atteindre par les projets. Et du coup, voilà, donc 50 objectifs, c'est si on applique le niveau minimum, et 80 objectifs, ça sera dans le cas où le projet décide d'appliquer le niveau le plus élevé. Du coup, donc ici, vous avez la présentation des différents types de niveaux et des profils. Donc finalement, on part du profil efficient au profil excellent. À savoir que donc, ces profils se dessinent en fonction des pourcentages et des types d'objectifs atteints. Au niveau des objectifs de niveau 1, ça va être donc surtout des objectifs réglementaires. Les objectifs de niveau 2, ça va être des objectifs un peu plus ambitieux. Et les objectifs de niveau 3, qui vont être des objectifs très ambitieux. Le référentiel, donc, toujours sur ces objectifs, il y a des objectifs à chaque phase d'aménagement. Et donc, on le verra tout à l'heure, on a une plateforme en ligne qui permet de suivre l'atteinte des objectifs. Et en fait, ça se découpe et ça se suit en fonction des étapes d'aménagement. Donc, on va avoir un certain nombre d'objectifs à la phase esquisse, un certain nombre d'objectifs à la phase permis de construire, à la phase consultation pro DCE et en phase chantier livraison. À savoir que le référentiel, il s'applique, donc il peut s'appliquer aussi bien pour des opérations d'aménagement que des opérations à l'échelle bâtiment. On a aussi donc en dernier point un suivi en phase fonctionnement, puisque une fois que les opérations sont livrées, on demande à ce que 2 ans après la livraison, un bilan des performances environnementales nous soit fourni afin d'évaluer si les objectifs qui étaient prévus au début ont pu être atteints et avoir un peu un retour d'expérience sur la nouvelle vie au sein du nouveau bâtiment. Toujours donc, pour les opérations qui sont situées dans les ZAC, on applique de façon assez précise ce référentiel. Donc, dans un premier temps, on va l'imposer en phase concours, donc à travers les marchés. Ensuite, on l'imposera dans tous les documents contractuels, donc que ce soit les promesses de vente, les fiches de lot. Enfin, ensuite, on l'appliquera, donc, comme je vous l'expliquais, à toutes les grandes phases d'aménagement, donc avec un suivi depuis la conception jusqu'à la réalisation. Et un point d'arrêt spécifique en phase PC, puisqu'on donne notre avis sur les permis en phase, au moment du dépôt de PC, et notamment sur les questions environnementales. Il y a énormément d'objectifs aussi qui sont à atteindre en phase PC particulièrement. Et enfin, en étape 4, donc un suivi des performances environnementales en fonctionnement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, avec le bilan qu'on exige. Pour expliquer un peu plus en détail, c'est un bilan qui demande notamment donc, le suivi des consommations énergétiques et en eau, la durabilité, un retour d'expérience sur la durabilité des matériaux et tout ce qui est entretien et maintenance, est-ce qu'il y a une facilité et une difficulté à utiliser tout ce qui est équipement, etc. Au niveau des seuils d'exigence, donc c'est Laurence qui vous expliquera juste après.
pour vous expliquer un peu comment c'est créé ce référentiel et d'où sont parties les exigences. Mais là, vous avez un peu une image des types d'objectifs précisément qu'on peut imposer. À savoir que pour définir ces seuils d'exigence, au tout début, il y a un diagnostic de territoire qui avait été réalisé au préalable pour vraiment identifier les enjeux du territoire, les enjeux environnementaux et pouvoir adapter au mieux le référentiel. Donc le référentiel éco-vallée qualité. Donc au niveau, donc là vous voyez par rapport aux objectifs énergie, donc on a par exemple 40% des besoins énergétiques qui doivent être couverts par des énergies renouvelables. Donc ça c'est un objectif, un cran assez élevé qu'on impose depuis 2018. Pour la biodiversité, on demande à ce que les projets intègrent au minimum 25% de surface végétalisée qui se découpe en 15% de surface végétalisée pleine terre et 10% de surface végétalisée secondaire. Donc ça, c'est le niveau minimum. Sur les matériaux aussi, on demande à ce que la maîtrise d'ouvrage utilise des matériaux recyclés et ou biosourcés. Et on demande à ce que les projets intègrent une certaine quantité de bois par mètre carré de surface de plancher. Pour l'eau, il y a un coefficient d'imperméabilisation qui est demandé et qui doit être au minimum inférieur à 80%. Et pour les déchets, on demande à ce qu'au minimum les projets recyclent et valorisent, recyclent ou valorisent ou réutilisent les déchets à hauteur de 60% minimum. Et donc je laisse la parole à Laurence pour qu'elle vous explique un peu la genèse du référentiel. Merci Géraldine. Donc effectivement, le travail réalisé pour la fixation des objectifs a eu le parti pris de fixer des objectifs qui est une approche factuelle pour avoir en fait des objectifs qui soient le plus simples et objectifs pour l'évaluation et pour également en fait la reproductibilité de la démarche, puisqu'on est censé effectivement avoir une application commune et égale au niveau de chaque opération. Donc le parti pris a été vraiment de définir en fait des objectifs le plus quantitatif possible, à la place effectivement de fixer des objectifs de moyens, parce que le principe effectivement est de fixer de l'objectif de résultat et de laisser libre les moyens de l'appliquer. Donc là, on a un panel effectivement d'objectifs qui ont été fixés. Sur l'énergie, on a aussi des majorations en fait, de l'ART actuellement applicables. Et puis, on a pris en compte en fait, les dernières évolutions en fait, applicables au niveau énergie pour les bâtiments publics, le E3C1. Donc voilà, donc il y a ces objectifs, ils ont été fixés dans le cadre d'un travail collaboratif et concerté en 2011 avec l'ensemble en fait des référents de l'acte de construire locaux. Et donc ça a nécessité effectivement des réunions de définition et d'accord en fait sur ces objectifs. Au départ, on a réalisé un benchmark de l'ensemble des référentiels de qualité environnementale existants, donc les référentiels HQE, les référentiels également pour le domaine de l'habitation NF, enfin à l'époque il ne s'appelait pas NF, il s'appelait HCE, Habitat et Environnement, et puis les référentiels internationaux, puisqu'on est sur un territoire qui est censé accueillir des investisseurs internationaux, donc les référentiels internationaux comme par exemple le BRIM pour l'Angleterre, le LEED pour l'Amérique, et puis les référentiels également allemands et également un référentiel japonais. Hein. Voilà, on a également étudié le fameux CASBI. Voilà, on s'est un peu cassé la tête pour l'étudier, pour l'anecdote. Voilà, donc du coup, le travail a consisté à prendre en compte ça et puis à surtout essayer de fixer des objectifs. Alors, Géraldine a défini le niveau 1. Le principe était de définir des objectifs qui soient accessibles et que la première marche, elle ne soit pas trop haute pour les opérateurs et qu'ils ne soient pas découragés. Et puis, surtout, le principe, en fait, voulu par la direction et en particulier M. Sassi, c'est la non-remise en cause de l'équilibre économique des opérations. Voilà, donc on était censé pas
fixer des objectifs, et en particulier sur le premier niveau d'objectifs qui soient trop compliqués à atteindre. Pour faciliter la mise en œuvre et le déploiement de cette démarche Eco-Vallée Qualité, on a réalisé des outils, et en particulier donc l'outil qui encadre en fait le partage et le déploiement de cette démarche. C'est une plateforme en ligne qui avait comme objectif initial de réaliser l'évaluation, puisqu'en fait on a un petit peu donc une comptabilité par rapport aux points et aux objectifs, et puis à l'évaluation des opérations, comme l'a dit Géraldine, aux différentes phases. Donc pour simplement déjà automatiser cette évaluation, eh bien, on a réalisé donc cette plateforme qui permet en outre de contextualiser également la grille en fonction des typologies d'opérations. Puisque dans une première fenêtre, on caractérise l'opération au niveau de sa typologie, logement, aménagement, construction, démolution, et en fonction, il y a une génération. On génère une grille spécifique par opération. Ensuite, donc, le suivi est réalisé via un tableau de bord qui est donc sur cette plateforme. Et puis, sur les fiches opérations qui sont par phase, on recense en fait les indicateurs caractéristiques de l'opération. Donc, ces fiches opérations, pour l'instant, elles nous permettent de faire de la statistique aussi pour avoir une évaluation sur l'ensemble en fait du déploiement de la démarche. Et enfin, au fil de l'eau, on propose des outils de calcul. Alors là aussi, ces outils de calcul, c'est pour faire en sorte, comme je le disais, d'avoir une démarche qui soit reproductible, qu'on ne soit pas chacun avec ses façons de calculer les taux de NR, le calcul du volume de bois, etc. Les abattements d'économie d'eau, en fait, d'eau potable dans les bâtiments, etc. etc. On a toute une batterie d'indicateurs, et pour ces indicateurs, eh bien, on fournit les tableurs de calcul pour qu'on soit bien effectivement sur la centaine d'opérations en fait, qui est en démarche actuellement, et sur les opérations qui appliquent sur une homogénéité de calcul de ces indicateurs, et donc une homogénéité d'évaluation, puisqu'ensuite en fait l'évaluation, les opérations sont évaluées, comme l'a dit Géraldine, aux différentes phases. Donc notre rôle en fait en matière dans la mission d'AMO qualité environnementale, comme je vous l'ai expliqué, ça a été d'accompagner l'EPA pour définir et préciser, parce qu'au départ en fait il y avait un mot, une volonté politique, on veut une éco-vallée, et à partir de cette volonté politique, comme l'a dit Géraldine, il a fallu préciser c'est quoi une éco-vallée, quelle est la stratégie spécifique à ce territoire, la stratégie de qualité environnementale sur ce domaine-là, et ensuite, à partir de la stratégie, eh bien, préciser, comme je vous le disais, les objectifs précis, applicables aux différentes opérations. Alors, pour la fixation de ces objectifs, on a également, bien entendu, pris en compte la réglementation, et on la prend en compte au fil des millésimes, puisque chaque année, en fait, un nouveau millésime en fait, est créé, qui prend en compte les retours d'expérience et l'évolution de la réglementation. Donc notre mission a été d'accompagner l'EPA pour la définition de ce référentiel qui est sorti donc en 2013. La plateforme a été réalisée et développée par nous, SLK Ingénierie, en 2014 pour être opérationnelle en 2014 de mémoire. Et ensuite, eh bien, notre mission est d'accompagner donc l'utilisation de cette plateforme et de faire en sorte que, eh bien, on la fasse évoluer du point de vue de l'ergonomie et puis de la facilité effectivement d'utilisation, et donc on met en place des fonctionnalités nouvelles au fil des années. Notre mission, c'est également d'évaluer les opérations aux différentes phases, esquisse, PC, DCE
et chantier et de recueillir donc les bilans de fonctionnement. Donc pour cette évaluation, en fait, là, on souhaite une méthode rigoureuse, objective, comme je le répète, effectivement, pour avoir une égalité de traitement et puis surtout une égalité des résultats en fait, obtenus in fine. Parce que l'objectif, c'est donc la performance en matière de qualité environnementale des opérations. On traite les questions en fait, également des intervenants, des maîtrises d'ouvrage et de leurs AMO associés. Et puis on fait évoluer également les indicateurs. Du coup, vous avez des cartes qui vous présentent un peu les projets, où sont situés les projets qui appliquent le référentiel. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais donc la carte de droite, on a des points de couleurs différentes. En fait, donc en jaune, c'est les opérations qui appliquent le référentiel au niveau efficient. En bleu et en rouge, donc c'est plutôt des opérations qui appliquent le référentiel sur les ZAC, Grand Arenas et Meridia, et qui sont performantes ou excellentes. Et du coup, sur la carte de gauche, on voit qu'il y a quand même la majorité des projets qui est située sur Nice et Saint-Laurent-du-Var, et quelques projets situés sur Saint-Janet, Saint-Martin-du-Var, Castagnier ou Carros. Donc ici vous avez les partenaires qui ont donc les partenaires privés qui ont signé la charte d'adhésion au référentiel. Donc en fait, comme je vous le disais, le référentiel est une démarche qui est obligatoire sur les opérations sur nos ZAC, mais qui est une démarche volontaire sur les projets qui sont situés hors ZAC dans l'OIN. Du coup, en 2013, on a lancé une action de signature de la charte, donc un événement qui avait lieu en avril 2013. Et à l'occasion de cet événement, 34 partenaires donc, qui sont ici sur le slide ont signé cette charte, et qui en fait les engage à appliquer le référentiel sur tous leurs projets situés dans l'OIN. Et aussi, sans oublier les partenaires publics, donc, qui appliquent également le référentiel sur les projets de l'OIN, qui sont situés dans l'OIN, à savoir l'université, Nice Côte d'Azur, l'IMRED, la ville de Nice, la CCI, la région, l'aéroport, la métropole. Et juste pour info, donc la métropole avait appliqué notre référentiel, l'une des premières à avoir appliqué notre référentiel sur le PRU des Moulins, avec un niveau performant pour les opérations sur lesquelles elle a appliqué le référentiel. Donc, petite intervention sur le bilan en fait, de l'application après 6 années de mise en œuvre. Donc on comptabilise actuellement exactement 96 opérations, opérations de construction ou d'aménagement en fait, qui appliquent le référentiel. Donc les bénéfices en fait, se situent au niveau des différentes thématiques traitées, en particulier. Alors on a déjà donc, les surfaces qui sont les SDP qui ont été saisies actuellement par les opérations représentent 635 000 m². Et donc les bénéfices en fait se situent en premier lieu sur le thème biodiversité et végétalisation, où on a donc un taux moyen de surface végétalisée pleine terre qui comptabilise à la fois la surface végétalisée pleine terre et les surfaces secondaires qui sont imposées en fait systématiquement, ces deux critères qui sont imposés systématiquement dans toutes les opérations, donc un taux moyen de 38%. Donc ce qui est favorable en fait, on voit au travers de cet indicateur qu'il y a vraiment une démarche incitative, et que les opérateurs en fait n'auraient pas forcément intégré toutes ces surfaces végétalisées. Alors on a des différences de traitement, puisque on se retrouve dans une configuration où
On a des PLU qui ont des impositions différentes. Hein. Donc le PLU de Nice, en fait, hein, il a des impositions en global à 25%, et les PLU, effectivement, par exemple de Carrosse, ils sont à 50%, en fait. Hein. Donc il y a des niveaux de traitement qui sont différents. Donc ça intègre en fait ces niveaux de traitement. Donc en surface végétalisée, pleine terre, cumulée, stricto sensu, c'est l'équivalent de 8 stades de France, en fait. Hein, ça fait 122 000 mètres carrés donc comptabilisés sur 65 opérations. Et puis ensuite, on a également des bénéfices sur les aspects matériaux, puisque donc l'EPA a souhaité maintenir l'imposition d'intégration de bois dans les constructions après l'abrogation du décret. Et par conséquent, en fait, hein, il y a donc un taux minimal de bois qui est imposé, qui est actuellement à 5 décimètres cubes par mètre carré de SDP. Et là, en fait, sur la moyenne, on comptabilise une moyenne, en fait, au niveau des opérations supérieure de 14,5 mètres carrés. Donc là, le sujet des matériaux, c'est un sujet, comme l'a dit François Leclerc, qui est très prégnant, pour lequel on fixe des objectifs de matériaux biosourcés et de matériaux ou de matériaux recyclés. On est dans une ère où on se pose, enfin voilà, on est dans des réflexions d'économie circulaire, comme disait François Leclerc tout à l'heure, avec la nécessité effectivement de poursuivre le travail de réutilisation, réemploi des matériaux qui sont sur site. Hein. Il y a un vrai enjeu. Et c'est un thème qui devient de plus en plus prégnant. Après, comme l'a dit François Leclerc, il faut avoir les écosystèmes, je vous cite, voilà, les écosystèmes et les entreprises qui soient en capacité de s'adapter et de faire en sorte qu'on puisse réutiliser, encore une fois, les matériaux qui sont présents sur le site. On a également des objectifs, puisque le pli de Nice, en fait, fixe des objectifs d'insertion. Enfin, pas le pli de Nice, le pli de la métropole, fixe des objectifs d'insertion dans les opérations. Et donc, c'est plus de 140 000 heures d'insertion qui ont été réalisées au travers des opérations qui sont en phase chantier. Et des surperformances, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, en matière d'énergie, on a fixé des surperformances, alors actuellement au niveau des CEP Max, au niveau des Bebiomax, et également sur l'énergie en matière de confort d'été, avec un nombre d'heures en fait inférieur, enfin, un nombre d'heures supérieur effectivement à 28 degrés maximum. Donc on a ces impositions, et donc au niveau des performances énergétiques, eh bien, on a 74% des opérations qui majorent l'ART, dans le sens où elles minorent le CEP Max, voilà, pour être précis. Encore une fois, comme l'a dit Géraldine tout à l'heure, un taux de couverture en énergie renouvelable de l'ordre de 52%. Donc c'est vrai que l'exercice fonctionne, puisqu'on se rend compte que déjà qu'une majorité d'opérations, si elles n'avaient pas engagé cette démarche, n'auraient engagé aucune démarche, en fait. Hein. Je crois que c'est un pourcentage de 60% des opérations, 60% des 100 opérations qui sont actuellement recensées, eh bien, n'auraient engagé aucune démarche de qualité environnementale si donc ce dispositif n'avait pas été mis en œuvre. Sur la complémentarité, donc ça c'est un objectif dès le début, dès la création du référentiel, c'était que notre référentiel il soit complémentaire avec toutes les autres démarches environnementales qui existent, aussi bien au niveau national que local. Du coup, donc, on a confronté notre démarche dans un premier temps au label Écoquartier. On a en fait croisé les différents engagements du label national Écoquartier avec notre référentiel pour voir comment on répondait à ces engagements via les objectifs de nos différentes thématiques.
Et donc le tableau récapitulatif que vous voyez là montre bien que finalement on arrive à répondre à tous les engagements grâce et à travers les objectifs du référentiel. Pour vous donner un exemple, on a un engagement sur les enjeux, les grands enjeux de santé, donc dans le label Écoquartier. Et nous, on y répond avec l'intégration de l'utilisation de peintures ou de vernis qui sont faiblement émettrices de composés organiques volatiles, avec l'utilisation et l'intégration de bois, d'une quantité minimum de bois dans les projets, également avec l'intégration obligatoire de surfaces végétalisées pleine terre et secondaire. Un autre exemple aussi sur un des engagements du label Écoquartier, c'est sur la sobriété énergétique et l'intégration des énergies renouvelables. Donc finalement, c'est des objectifs globaux et nous, on a vraiment des objectifs précis et de résultats, des objectifs chiffrés. Et donc nous, on y répond donc, sur cet objectif-là avec, comme on l'a vu tout à l'heure, donc une imposition au minimum de 40% d'énergie renouvelable dans les projets. Ensuite, donc, on a confronté et on est souvent en contact donc, avec l'équipe de la démarche du référentiel BDM. Donc, on assiste très régulièrement aux commissions BDM pour s'informer en fait, des projets qui appliquent le référentiel et les évolutions de ce référentiel. Puisque finalement, nous, on a nos projets, ils appliquent pas seulement notre référentiel, mais également d'autres référentiels type BDM et HQE. Par rapport au label HQE, on rencontre aussi très régulièrement le CERT-IVA et CERCAL afin d'être tenus informés des évolutions de leur référentiel et encore une fois, voilà, travailler sur la complémentarité de notre référentiel avec leur label HQE. Et enfin, on a confronté la démarche avec donc le SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Donc là, vous avez un petit exemple, mais c'est un travail qu'on fait actuellement sur vraiment confronter la complémentarité du référentiel avec toutes les démarches réglementaires qui existent. Donc là, vous avez un extrait, et en fait, on voit que finalement, par rapport aux objectifs du SRADET, notamment des objectifs 2030 voire 2050, on voit qu'on est quand même bien situé et qu'on obtient nous des bons résultats avec notre référentiel. Donc là, sur les énergies renouvelables, 100% de la consommation régionale qui devrait être couverte par des ENR d'ici 2050. Et nous, à l'heure actuelle, on atteint déjà sur nos opérations 52% des besoins énergétiques qui sont couverts par des énergies renouvelables. Donc on est plutôt bien situé également sur les consommations énergétiques avec des bons résultats obtenus, nous, à travers notre référentiel sur une bonne moyenne des opérations qui font meilleur que la RT 2012, comme on le voit ici et comme l'avait présenté Laurence juste avant. Et du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir toujours garder un œil sur toutes les démarches environnementales qui existent et confronter notre référentiel à ces démarches et faire évoluer notre référentiel en travaillant sur la complémentarité avec ce type de démarche. Du coup, j'ai laissé la parole à Monsieur Dubois sur l'opération Palazzo. Oui, merci. Donc, Christian Dubois, donc, je suis délégué régional du groupe Nexity dans la région. Alors, nous avons une opération, une première, j'espère, dans l'Éco-Vallée. Et c'est une opération de bureau qui est assez remarquable. Elle est conçue et réalisée en bois, du bois français. 35 mètres de haut, 10 niveaux. Hein, ce sera l'opération en bois de bureau la plus haute de France quand elle sera achevée. Hein. Pour l'instant, on a réalisé à Marseille il y a quelques années, il y a 3 ans, une opération de 7 niveaux. Et là on va monter plus haut. Donc c'est une opération dans laquelle on a voulu montrer, enfin essayer de montrer des choses nouvelles, aller chercher des labels, aller chercher des choses. Et quand j'ai demandé aux équipes qu'est-ce qu'il fallait que je dise en fait à cette tribune sur le référentiel et l'application, est-ce qu'il fallait que je sois agréable ou est-ce qu'il fallait que je sois critique, la réponse de tous les intervenants chez nous qui ont pu travailler sur le sujet,
le suspense, il n'y en a pas. Elle est très positive. Elle est très positive, très constructive. En fait, l'idée, c'est ce qui est revenu, c'est cette démarche de co-construction. Hein, c'est de ne pas rentrer dans une espèce de tunnel dans lequel on ne sort pas, mais de faire ensemble, de faire avec, d'aller chercher. Alors, on est allé chercher aussi d'autres labels, le label BDM, enfin, label, différentes choses. Mais cette démarche-là, elle a été jugée très, très positive par toutes les équipes. On trouvait d'abord un grand plaisir à le faire, hein, et puis en plus, quelque part, je pense que ça nous a fait progresser. Hein, et comme on était bien dans cette idée de cette opération de démontrer des choses nouvelles, je crois que ça a été très très utile. Oui, et on peut même rajouter que donc ce bâtiment sur lequel on avait nous imposé un niveau minimum performant, et pour l'instant et a priori jusqu'à la fin est en niveau excellent. Sur la seule volonté de la maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc en termes de résultats concrets, vous le voyez sur la diapositive, on a donc bâtiment en bois, 900 tonnes de bois qui sont intégrés dans cette construction au cœur de Nice Méridien. Hein, c'est vraiment un bâtiment phare qui est donc sur l'avenue Simone Veil au cœur de Nice Méridien, qui est en cours de construction. Donc on voit réellement le montage de ce bâtiment en bois, puisque il fait un peu figure d'exception quand même localement, en fait. Hein, on le déplore. Donc au niveau des énergies, en fait, hein, ce bâtiment, il a donc 40% des besoins énergétiques qui sont couverts par les énergies renouvelables, et ceci par le biais du réseau de géothermie sur Naples, puisque dans Nice Méridien, la délégation a finalement abouti, et on a donc un réseau de géothermie sur Naples avec donc une production centralisée en face du commissariat qui va effectivement être construit. Et donc ce bâtiment, comme l'ensemble sauf une peut-être de Nice Méridien, va être alimenté par ce réseau de géothermie. Donc c'est intéressant, puisque la géothermie en fait sur Naples permet de produire du chaud et du froid, ce qui est utile localement, et ce qui permet également d'avoir des coefficients de performance en fait énergétiques qui permettent d'économiser de l'énergie. On note également, toujours au niveau énergétique, en fait, une majoration de la réglementation RT 2012 au niveau de ce bâtiment de l'ordre de 20% des consommations, et donc des fameux CEP max. Excusez-moi de parler un jargon que peut-être personne ne comprend. Et puis, la récupération des eaux pluviales également pour l'arrosage des espaces verts. Donc ça aussi, c'est singulier à cette opération, hein, et c'est pas systématique sur les opérations. Et c'est quelque chose qui est vertueux. Et puis, des systèmes en fait hydroéconomes à l'intérieur du bâtiment qui permettent d'avoir un abattement de la consommation prévisionnelle de la consommation en eau. Alors tout ça, comme on le disait, va être suivi en fait en phase chantier, puisqu'en phase chantier, il y a un recollement des indicateurs de performance par rapport à ce qui était prévu dans le cadre d'un bilan, et puis ensuite en fonctionnement, parce que l'objectif de l'EPA, c'est vraiment d'avoir des bâtiments performants dans la phase d'exploitation, de fonctionnement. On n'est pas uniquement sur une approche d'étude. Oui, je voulais juste rajouter qu'on sera très fiers d'y installer toutes nos équipes, hein, puisque tous les métiers Nexity sur les Alpes-Maritimes vont s'installer là. Et je pense que c'est aussi un élément de communication, hein, pour nous, Nexity, mais aussi pour le territoire, hein, parce que je vois ce qui s'est passé à Marseille quand il y a 3 ans on a livré le premier bâtiment. Il y a beaucoup de gens du monde entier, de l'Europe entière, en tout cas, qui sont venus visiter, beaucoup de métiers, et ça participera, je pense, et je le souhaite, au rayonnement de l'écoquartier. Voilà, non. On vous remercie de votre attention, et donc on est ouvert aux questions.
Bonjour, Patrick Guibolini, directeur développement EDF. Moi, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le caractère innovant de ce bâtiment. Je fais partie du groupement lauréat. J'ai eu le plaisir de le présenter à l'EPA. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi le premier bâtiment qui est véritablement smart grid dans cet écoquartier, puisqu'il fait l'objet d'un concours européen que nous avons remporté avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Et on va y tester une expérimentation de smart charging, puisque nous allons utiliser la production photovoltaïque pour stocker dans les véhicules. Et comme les véhicules ont des intermittences et des plages d'utilisation différentes des besoins des bâtiments, on va tester comment est-ce qu'on peut réinjecter cette énergie sur le réseau, ce qui au total va considérablement améliorer les 40% que je vois là. Et donc, voilà, c'est pas que ça, c'est bien plus que ça, ce projet-là. Effectivement, on n'a pas précisé cette partie-là, en fait, hein, dans le cadre de cette démarche et de ce dispositif Éco-Vallée Qualité. On intègre également, et heureusement que Patrick a noté ce point, on intègre également tout ce qui est monitoring énergétique et monitoring en fait, hein, des consommations en eau, et avec une démarche la plus... Alors, du coup, on parle effectivement de ce smart grid, la plus donc intelligente, c'est-à-dire connectée et avec des équipements de communication qui permettent de récupérer la donnée et de l'envoyer en fait, hein, sur différents acteurs, les usagers, utilisateurs du bâtiment au premier chef, mais également les exploitants, le pilote énergétique en fait, du quartier, et tout ceci pour réguler en fait, offre-demande de façon permanente et de façon en fait instantanée. C'est vraiment l'enjeu en fait et le gain apporté par les systèmes de communication de Smart Grid, la possibilité d'avoir en temps réel des niveaux de consommation et donc d'appel de puissance, et simultanément également, comme dans Nice Méridien, eh bien, ont été imposés des panneaux photovoltaïques et de la production d'électricité via les panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des bâtiments, eh bien, mettre en corrélation et faire effectivement le lien et la connexion entre cette production d'électricité et la demande, et voilà, faire les régulations qui s'imposent pour avoir un quartier qui soit le plus exemplaire possible en termes d'autoconsommation également. Mais juste si je peux me permettre, c'est clair qu'on n'est pas rentré dans le détail du Palazzo, on n'est pas non plus rentré dans le détail de Meridia, peut-être que les collègues le feront tout à l'heure. L'idée, c'était vraiment de montrer aussi que voilà, le label, ce référentiel, il est appliqué sur nos opérations, certes, mais aussi sur toutes les opérations de l'OIN. Et du coup, de montrer que même des opérations peut-être plus modestes peuvent aussi atteindre de bons résultats, et grâce aussi à cette démarche. Je peux peut-être préciser aussi que sur le Palazzo, l'ensemble de toutes ces performances, ces innovations nous amène à, pour la première fois, à garantir les charges de ce bâtiment. Donc une démarche dans l'économie qui est assez intéressante, je crois, puisque nos futurs occupants, Nexity ne va pas occuper l'ensemble de l'immeuble, on leur garantit les charges de fonctionnement de l'immeuble. Donc je crois que tout ça concourt quand même à un meilleur accueil aussi des entreprises, parce que c'est un sujet qui est important. Bonjour, alors moi je suis étudiant, je suis en stage du coup dans un bureau d'études à Altereo. Moi j'avais un avis, des questions un peu plus critiques, c'était de savoir en fait quel était l'accompagnement en termes d'usage, si jamais c'était vraiment un référentiel technique pour ingénieurs, ou alors si jamais il y avait aussi une sorte d'accompagnement qu'on peut voir dans les labels écoquartiers plus sociologiques, avec une prise de conscience en fait de ce qu'on consomme, etc. Voilà, c'était ça ma question. Oui, alors en fait, bon, on n'a évidemment pas pu rentrer dans le détail des 90 objectifs de la démarche, parce que ça aurait été assez pénible pour tout le monde. En fait, on a toute une démarche en phase livraison et après la livraison, justement pour rentrer dans ce détail chez
chez les usagers ensuite de l'immeuble. On délivre un livret de sensibilisation avec un guide des bonnes pratiques le plus pédagogique possible. Et d'ailleurs, on travaille dessus là en ce moment pour essayer de faire quelque chose d'harmonisé sur toutes les opérations. Donc oui, on a bien conscience en fait que, in fine, on fait quand même des bâtiments pour des usagers et que donc il y a tout un intérêt en phase d'exploitation à ce que ces usagers utilisent le mieux possible nos bâtiments. Voilà, et en complément, on a effectivement dans le référentiel incité à faire en sorte qu'il y ait à la fois en fait du commissioning pour tout ce qui est assistance à l'exploitation des équipements, parce qu'on le constat c'est quand même que on livre en fait des bâtiments avec instrumentés, avec des équipements et qui ne sont pas utilisés. Donc là, les promoteurs pourront attester de ce constat qui est voilà, dommageable et regrettable. Et donc, du commissioning et de l'accompagnement des usagers. Donc tout ça, en fait, il y a une incitation, effectivement, dans le cadre du référentiel, pour faire en sorte qu'il y ait une appropriation et puis donc une sensibilisation des usagers par rapport à la manière dont les bâtiments fonctionnent et donc l'adéquation effectivement de leur comportement par rapport à ça. Peut-être rajouter aussi, tout à l'heure on l'évoquait sur le bilan à 2 ans, mais dans ce bilan à 2 ans, on demande certes les performances environnementales, mais aussi tout ce qui est ressenti usager. Est-ce qu'il arrive bien à utiliser les équipements? Est-ce qu'il se sent bien dans son logement? Est-ce qu'il est confortable? Donc il y a une vraie enquête de satisfaction qui est demandée à travers ce bilan qui est réalisé à 2 ans après la livraison.